Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Je suis un mix, je pense, de pirate et de stratège à la fois, avec un but, faire tomber les masques de mes interlocuteurs. Je dirais que ma mission, c'est ça, c'est de réussir à travers le fait de faire parler des mondes qui n'ont rien à se dire d'habitude, trouver un sens commun, faire avancer un collectif. Bonjour, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Avec vous, je partage mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Dirigeants d'entreprise, experts ou entrepreneurs, ils interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ensemble, nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Ceux qui m'écoutent depuis un moment savent que je suis sensible au lieu, à l'histoire qu'ils racontent. Et c'est dans un bel hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris que je démarre cet épisode. Magnifique bâtiment de la fin du XVIIIe siècle, dont le style rappelle un peu le Petit Trianon, à 2 pas de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur. Mais un hôtel particulier pas comme les autres. Un hôtel particulier où un architecte ambitieux a fait cohabiter le classicisme avec la modernité d'une grande façade en acier et d'un gigantesque toit en verre. Un lieu unique qui accueille les bureaux de Free et d'Iliad, géants des télécoms et de la tech française. Un mélange qui résume aussi parfaitement, je trouve, la vie, le parcours et la posture de mon invité. Nous sommes aujourd'hui avec Rassam Yagmae, directeur des talents et de l'engagement pour les 11 000 collaborateurs du groupe Free. Bonjour Rassam. Bonjour Marc. Merci de nous accorder un peu de ton temps précieux ce matin dans ces bureaux surprenants. Tu sais, je crois que les lieux disent quelque chose de ceux qui les habitent, de ceux qui les fréquentent. Un hôtel particulier du XVIIIe siècle, enchâssé dans un immeuble de verre et d'acier contemporain, un mélange de styles assumés donc. Est-ce que ça parle de toi aussi, ça? Écoute, superbe intro. Pendant que tu le disais, je faisais le même parallèle entre le mélange des genres de mon propre parcours, et c'est exactement ce que tu as dit, c'est le mélange entre du contemporain et quelque chose de plus classique, de quelque chose qui à la fois est parisien mais qui est partout en France, et c'est vrai que moi je me retrouve en tout cas sur cet alignement-là. J'adore le mélange entre le populaire et quelque chose de plus élitiste aussi. Pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux, je me permets de partager quelques moments de ton parcours, et puis je t'inviterai à commenter, à préciser ou à nous en dire plus. Tu es né en Iran, tu as grandi en Corée du Sud, puis en France. Après 15 ans dans le recrutement et le développement des talents, d'abord en cabinet, puis chez Doctolib, tu rejoins Free en 2022 comme Talent Director. Aujourd'hui, tu pilotes le recrutement, la culture interne, la communication interne et l'engagement dans l'un des groupes tech les plus agiles de France. Et en parallèle, tu as cofondé Recruiters in the House, un média qui fait dialoguer la culture rap et le monde du travail. L'ambition, elle est peut-être même un peu plus, c'est peut-être un média ou un collectif qui a pour but de casser les codes du monde du recrutement et des RH. Parce que tu adores le rap, parce que ça fait partie de ton identité, de ta vie, et parce que tu as réussi, il me semble, à accorder tous les aspects de ta personnalité dans ce que tu fais. C'est toi ça, ce résumé? Ouais, c'est moi en tout cas aujourd'hui, avec un parcours qui m'a amené à pouvoir faire ça. S'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, on m'avait dit qu'un jour je mélangerais ces deux choses-là, à savoir la passion, ma colonne vertébrale, le hip-hop, le rap, avec ce que j'ai appris à faire dans le monde de l'entreprise, dans le monde corporate, qui est plutôt autour effectivement du recrutement, du leadership, des organisations et des RH. Je l'aurais pas non seulement cru un instant, mais je t'aurais dit mais t'es malade, pourquoi je ferais ça, c'est suicidaire. Je trouve que c'est en tout cas c'est une réussite pour moi. Je peux dire que c'est une forme de liberté que j'ai, de pouvoir être pleinement moi-même et avoir boucler la boucle avec qui j'étais avant, et d'avoir sublimé en fait qui j'étais avant aussi. Tu dis de boucler la boucle et finalement d'arriver à ce moment où finalement je suis moi-même.
Il y a eu des grands moments justement dans ce parcours où finalement les différentes parties de toi-même se sont alignées ou se sont rassemblées. Est-ce qu'il y a eu quelques déclics? Avant d'avoir des déclics, il y a eu des masques. Je pense que j'ai mis d'abord des masques au moment où je suis rentré en entretien pour la première fois pour un stage en cabinet de recrutement en 2006-2007. On m'a dit qu'il fallait enlever ma boucle d'oreille. On m'a conseillé fortement de porter un costume dans tous les sens du terme. Et j'ai pris le costume de mon père qui était bien trop large pour moi et je suis allé en entretien sans rien connaître en fait du monde de l'entreprise. Et en fait, pendant un certain temps, je me suis vraiment fondu plutôt dans les codes de l'entreprise et j'étais dans une démarche d'apprenant en fait. Et donc j'étais très heureux de mettre à la porte ma boucle d'oreille, ma casquette. C'est un peu cliché de le dire comme ça, mais ou en tout cas la posture que j'ai adoptée côté corporate m'allait très bien. La première fois où j'ai eu une première invitation indirecte à être un peu plus moi-même, c'était dans un des cabinets dans lesquels je travaillais, Robert Walters. Chacun devait amener un talent ou partager avec les autres quelque chose. Et moi, à l'époque, c'était pas encore le rap, parce que le rap était encore à l'époque, en 2010, trop subversif, je dirais, mais par le street art, qui est aussi une chose que je connaissais plutôt bien. J'ai fait un atelier sur le street art et j'ai vu l'impact très positif que les gens avaient sur ce moment-là, parce que ils me considéraient déjà comme un collègue performant, comme un bon manager, comme quelqu'un qui était digne de confiance, on va dire. Et le fait d'avoir ouvert un peu cette brèche de quelque chose d'inattendu, je pense, pour eux. Quand j'ai vu l'effet, je me suis dit ok, bon, ça c'est quelque chose que j'ai envie de. Donc c'est un premier déclic. Après, le vrai déclic sur la musique, c'était chez Doctolib. J'avais proposé de reprendre une chanson de This Is La Peste qui s'appelle Jeune de banlieue et d'en faire l'hymne de Doctolib, Doctolib. Et pareil, en fait, c'est en voyant le comment c'est accueilli. À chaque fois, tu fais des choses et après tu vois comment c'est accueilli et comment ça propulse en fait l'imaginaire des gens. Et c'est toujours pareil, une fois qu'en fait tu as gagné leur confiance sur les critères que eux attendent de toi d'un point de vue, on va dire, plus conventionnel, là le fait d'ouvrir le coffre fort personnel sublime le tout. Et donc c'était vraiment ça le déclic au niveau de la musique. Et c'est ça qui t'a mis à l'aise sur le fait d'actionner les deux parties. Et tu sembles dire qu'il y a d'abord un aspect un petit peu tactique ou stratégique sur apprendre et gagner ses galons, et puis ensuite ouvrir la porte vers quelque chose qui est un peu plus inattendu. En fait, c'est peut-être ça ta vraie singularité en t'écoutant. Dans un monde qui demande aux dirigeants de choisir qui ils sont selon les contextes, j'ai l'impression que au cours de ton parcours, tu t'es débrouillé finalement pour arriver à ne plus choisir. Et c'est exactement de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui dans cet épisode de Chiche. Il y a des dirigeants qui gèrent leur image comme une marque, qui choisissent leurs mots, qui calibrent leur posture et qui finissent par ressembler à tout le monde. Et la plupart d'entre nous aussi, si on est honnête d'ailleurs, on peut passer la majeure partie de notre carrière à s'adapter, à lisser, à rentrer dans le moule. Et ça marche. En fait, ça marche jusqu'au jour où ça marche plus. Jusqu'au jour où on ne sait plus très bien qui on est, ce qui nous anime et pourquoi on se lève le matin. Alors Hassam, en fait, ce que tu arrives à faire aujourd'hui, c'est de ne pas choisir entre les différentes identités. Tu réussis à les mettre toutes au service d'une seule chose, avoir un impact réel avec des gens réels dans des situations concrètes. C'est quoi l'histoire qui te porte? L'histoire cohérente que toutes les parties de toi finissent par raconter quand tu développes toutes ces initiatives? C'est une bonne question. Je pense que je sais pas encore si j'ai le recul nécessaire pour viser le plus juste, mais je pense que en prenant de l'âge à chaque fois, je me dis en fait c'est ça, c'est peut-être ça
compelling purpose, on dit en anglais, c'est la chose en fait, peu importe ce qui se passe, à un moment donné, tu reviens à ce sens-là, à cette mission-là, etc. Au fil de l'eau, en tout cas, le fait de raccrocher des wagons entre deux mondes qui se parlent rarement, qui se parlent jamais, qui ne se connaissent pas, c'est ça en fait qui m'a, je pense aujourd'hui, qui m'anime le plus, c'est de surprendre en même temps, pas juste pour provoquer, mais pour montrer qu'en fait la plupart des sujets qu'on traite au quotidien, en vrai, il n'y a pas de barrière évidente entre le pro, le perso, le corpo, l'informel, les amis, les collègues, et que tout ça, en réalité, c'est qu'une question de perspective, et qu'on est effectivement un tout, mais on n'est pas un tout non négociable. Il faut être un peu plus stratège. Et effectivement, je suis un mix, je pense, de pirate et de stratège à la fois, avec un but de me dire que je veux faire tomber les masques de mes interlocuteurs, ou en tout cas montrer que moi, et être exemplaire moi-même, en lâchant un peu le contrôle. Ouais, je dirais que ma mission c'est ça, c'est de réussir à travers le fait de faire parler des mondes qui n'ont rien à se dire d'habitude, créer à trouver un sens commun, et de faire avancer un collectif. Raccrocher les wagons entre plusieurs parties de toi, raccrocher les wagons entre un collaborateur et son entreprise, raccrocher les wagons entre le monde du rap et le monde corporate. Et d'ailleurs, cette cohérence, cet alignement dont tu parles, que tu l'indiques aussi d'ailleurs sur ton profil LinkedIn, parce que quand j'ai regardé un petit peu, tu te présentes aussi comme un rappeur en l'écrivant R-H-A-P-E-U-R. Donc en fait, c'est pas un RH et talent de directeur d'un côté, c'est pas un rappeur de l'autre, mais en l'écrivant comme ça, en fait, finalement, les deux ensemble dans le même mot et sur le même profil professionnel. Ça parle aussi finalement de la façon dont tu as choisi d'être toi-même. Le canal que j'ai choisi naturellement, ça a été le rap, parce que c'est ma passion, ce que je disais, c'est ma colonne vertébrale, c'est vraiment comme ça que je le vis au quotidien. Pour Doctolib, je l'ai fait comme quelque chose très porté sur l'interne en fait, comme quelque chose pour fédérer. Je parlais pas de moi ou de mon histoire. Et ce qui s'est passé quelques années plus tard, c'est j'ai eu l'occasion au Grand Rex de faire un talk au Disrupt RH sur l'authenticité, d'être soi-même au travail, et j'avais proposé du coup de faire la moitié en rap. Et l'histoire que j'ai racontée là-dessus, c'était justement le moment où j'avais lâché le costume cravate, tu sais, des cabinets, et pour passer plus dans le monde startup French Tech, où on est plus en jean basket, qui est aussi une autre forme de costume, je le dis souvent. Ouais. Mais et du coup le morceau il parlait de ça, et en fait je me suis rendu compte que le rap en l'occurrence ici, dans l'audience il y avait 700 DRH, 800 DRH qui n'avaient probablement comme toi pas forcément écouté beaucoup de rap ou ne connaissent pas grand chose. Par contre, l'histoire que je racontais, ils s'identifiaient parce qu'ils avaient soit un fils, soit eux-mêmes. À un moment donné, ils avaient lâché le costume, etc. Et derrière le costume, c'est tous les images, les symboles derrière. Et après le rap, bien sûr, en fait, c'est un outil magique pour ça, parce que on parlait tout à l'heure de dire des choses, dire des vérités, effectivement, des choses que les personnes, que tout le monde pense tout bas, mais que personne n'ose dire, d'apporter de la satire, de l'ironie, de l'humour, beaucoup d'humour au début quand on a fait les chansons Recruiters in the House, justement autour des startups qui licencient, autour du management toxique. On l'a d'abord pris avec un angle plus humoristique, parodique, jusqu'à arriver à un projet plus abouti plus récemment, où on est vraiment en train de décrire les vrais paradoxes, les vraies hypocrisies qu'on peut voir dans le monde de l'entreprise. Ça veut dire que il y a des choses que tu arrives à dire dans un texte de rap et que t'arrives pas, ou que t'arrives toujours pas à dire dans une salle de réunion. Je pense que oui, parce que il y a le fait d'utiliser des figures de style, de l'imaginaire, des images, d'être plus subtil. Et donc évidemment, l'art et la musique, c'est parfait pour faire passer ce genre de message. Mais en réalité, tu le disais tout à l'heure, maintenant, je peux réussir à assumer tout le temps, en fait, pleinement ces messages-là, et ça reste cohérent. Ça forme un tout cohérent.
Et justement, alors si on tire le fil de ces deux parties de toi ou de ce que tu arrives à faire en assumant et en mélangeant les deux, est-ce qu'il y a quelque chose que le rap t'a appris, une posture, un réflexe, que tu n'aurais peut-être pas appris ou développé autrement? Oui, en fait, au-delà du rap, il y a la culture hip-hop. C'est une vraie culture avec des préceptes, des disciplines, etc. Et donc, avec le recul, je suis capable de dire que ça m'a apporté des points sur la résilience, sur le fait de passer outre une peur, une limite, une crainte, parce que c'est vrai pour tout métier artistique, mais quand même le hip-hop, très concrètement, à l'époque, moi je devais prendre le train pour aller à 45 minutes, 1 heure au centre de Paris, faire un open mic. Il faut un niveau de courage pour affronter cette peur-là et de le faire avec un niveau de stress important. En fait, de base, d'avoir fait ça en étant quelqu'un plutôt d'introverti, ou en tout cas qui voulait pas plutôt d'asocial, qui avait pas forcément envie de raconter sa vie ou se mélanger trop souvent avec le du monde, et d'avoir ça en fait dans mon logiciel plus tard en entreprise, quand je devais prendre la parole, diriger, ou simplement juste prendre mon téléphone au tout début de ma carrière et faire de la prospection commerciale. Je me suis rendu compte, c'est à ce moment-là que ça s'est révélé, en disant en fait t'as déjà fait pire, t'as déjà fait des choses, et donc oui, le hip-hop et le rap, ça m'a apporté cette capacité à passer outre le truc où dans tes tripes tu te dis non, j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de rester dans ma zone de confort. Le hip-hop ça amène à se dépasser, donc on parle souvent de dépassement de soi dans le hip-hop. C'est comme si cette façon d'intervenir, en fait, en t'écoutant, en mélangeant ce que tu aimes vraiment, devient finalement un espace de transformation avec on raccroche les wagons, on casse un peu les barrières, et puis où chacun, peut-être c'était le cas dans ce concert dont tu parles là, avec les DRH, où chacun repart avec un espèce de déclic de confiance, ou en tout cas de s'assumer un peu mieux. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Tu dois le voir dans ton métier de coaching et de coach en entreprise avec une équipe dirigeante. En fait, à un moment donné, le fait de voir ses collègues lâcher le contrôle et forcément nous donne envie soi-même de le faire. Et une fois qu'en fait on a lâché on s'est lâché devant quelqu'un qui s'est lâché au préalable, ça permet à tout le monde en fait juste à un moment donné de faire avancer parfois des débats qu'on n'aurait pas osé adresser avant. Ce que tu viens de décrire, c'est quelqu'un qui a fait le choix d'être cohérent entre la scène et le bureau, entre le rappeur et le talent directeur. Mais j'imagine en fait que, comme tout choix, ça c'est la règle. En tout cas, ce choix-là, il est pas gratuit. Assumer ta singularité dans des environnements corporate où les codes sont puissants, ça se fait pas facilement. Et j'imagine que ça se fait pas sans frottement. Et d'ailleurs, si je reprends ce que tu me disais tout à l'heure, quand tu intègres le monde de l'entreprise, ce que tu disais, j'ai l'impression que tu choisis d'abord consciemment de mettre cette facette de côté. Tu comprends qu'il faut d'abord prouver sa valeur avant de revendiquer ta singularité, de t'ouvrir. C'est comme ça que ça marche? Oui, je pense que c'est, en tout cas, sur le mot, pour revenir sur le mot authenticité, j'ai moi-même, à un moment donné, à force de l'utiliser, dit attends, je fais partie du problème à prôner à tout le monde, soyez authentique, soyez vous-même, etc. Je dis parfois même l'inverse, en disant attends, commence pas à arriver avec des demandes en disant qu'il faut que ta singularité soit vue, respectée, etc. Parce qu'en fait, il faut stratégiquement se dire que le monde de l'entreprise, c'est un monde de transactions. C'est un monde où t'apportes des compétences, t'apportes de la valeur, et t'as un salaire en retour. T'as un contrat de travail, exactement. Le contrat veut dire ce qu'il veut dire. Et donc, le timing est clé. Je pense que de savoir exactement à quel moment ouvrir ce coffre-fort, comme dont on parlait tout à l'heure, de son intimité, il faut quand même préserver un jardin secret. Il faut être un peu stratège. C'est aussi que ça prend de l'énergie d'être. Ça, c'est un point en fait dont on parle rarement, c'est que pour être soi-même et être cohérent, être aligné,
c'est fou comment ça prend de l'énergie, c'est fatigant parce qu'en fait c'est plus simple de rester dans une zone de confort où on s'exprime pas, où on va pas à l'encontre de suivre un peu les codes autour et de se laisser porter justement. Exactement, et puis surtout de tomber les masques, c'est une énergie déjà dans son esprit par rapport à la peur de ce que ça peut le regard de l'autre en fait, et de passer ça, on a 50% de son énergie qui a été pris là-dedans. Donc en fait, on peut pas tout le temps être dans cette posture-là. Donc le timing, il est clé. C'est vrai pour n'importe qui, mais il faut se connaître soi d'abord. Il faut connaître son histoire. Il faut y avoir une stratégie. Il faut se dire bon, je vais le faire, mais à quoi bon, à quoi ça sert exactement? Il y a plein de notions que tu poses là que j'aime beaucoup et qui sont pas toujours, me semble-t-il, comprises ou même peut-être un peu paradoxales. Quand tu dis être soi-même, c'est un effort, parce que très souvent l'authenticité, on la lie très vite avec la spontanéité. Hein, voilà, être spontané, l'injonction à être soi-même au travail. Si je reformule ou je lis un peu entre les lignes, il y a un piège aussi qui peut arriver. Mais donc toi, en fait, face à cette spontanéité, tu nous expliques que, et pour reprendre ton mot, il faut aussi avoir une stratégie, que ça passe par une stratégie. C'est un peu paradoxal, hein, ça. Exactement. Ça revient sur ce concept de pirate stratège parce que en fait, les gens pensent s'il faut prendre des raccourcis, être pirate, être malin, et casser les codes. C'est un tout et le fait d'anticiper et de prévoir l'effet escompté, etc. est paradoxal, mais en fait non, c'est ce qui fait que ça devient fort en fait, et parce que sinon effectivement c'est juste de la spontanéité, de dire ce qu'on a sur le cœur. Je suis très d'accord sur le fait que authenticité, c'est pas la spontanéité absolue, c'est pas dire tout ce qu'on pense, c'est de savoir où on en est exactement sur aussi dans l'autorité, l'expertise qu'on a prouvée. Et donc je reviens sur cette idée de contrat de travail. T'es dans une boîte, t'as un poste a priori pour des compétences ou des objectifs, et le fait d'être perçu comme performant, bon, fiable, loyal, créatif, innovant avant d'être tout le reste, c'est quand même la base, quoi. Et un autre point que j'entends et qui me parle aussi beaucoup, c'est que finalement cette singularité, ce être soi-même, il faut le mettre dans un contexte au service d'un projet, au service de l'autre. Ouais. C'est un subtil équilibre entre trouver ma place, m'épanouir, mais dans un contexte où on a tous ensemble collectivement un objectif qui soit économique, qui soit de développement, etc. Et j'aime bien cette idée que tu dis en disant en fait c'est subtil entre trouver ma place et laisser la place. Ouais. C'est un très bon point qui me fait penser à la notion de corporate. Parfois, pour être un peu provoque, je dis mais moi je suis le plus corporate d'entre vous, parce que derrière corporate, je vois pas. J'applique les règles, je me fonds dans la masse, j'applique les codes sans réfléchir. Au contraire, je suis un promoteur en fait. Je suis non seulement ambassadeur, promoteur, défenseur d'un projet collectif et parfois agent du changement en interne aussi, justement parce que je suis désaligné mais que je crois dans le collectif ou du projet et le sens, je vais rester, je vais changer les choses et je vais être un agent du changement. On a besoin que les gens soient engagés, donc l'engagement passe par le fait d'être fier d'être là où je suis parce que j'y crois. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout, ça veut dire que justement parce que parfois je suis pas d'accord, je vais rester et je vais redoubler d'efforts pour être un agent du changement en interne. Donc ta singularité, mais au service de plus que toi-même. Exactement. Au service d'un collectif, au service d'un projet. Quand j'accompagne certaines équipes ou des dirigeants, je parle très souvent des tensions à l'œuvre. On parle aussi, quand on est coach, de polarité. Hein. On peut imaginer que justement dans ce que tu racontes, il y a assez vite une tension entre une partie de toi, le Rassam qui veut réussir fortement et qui veut et qui comprend les codes de la réussite, et puis comme tu le dis, un Rassam passionné de rap qui a pas envie de lâcher sur ce qu'il a envie de dire quand il a envie de le dire et qui vit ça aussi de façon très très différente. Tu les as identifiés, ces deux parties de toi, et alors
Comment est-ce que tu les gères? Je parlerai pas de paradoxe. On est tous, même si on est tous plein de paradoxes, on doit les assumer, etc. Mais j'essaye moi-même de me dire, attends, à quel point est-ce que je suis en phase quand je suis en train de dire ça? Et je reviens sur le point de l'agent, d'être un agent du changement. C'est que ce serait presque trop facile à chaque fois qu'on est face à un carrefour où on voit ce genre de paradoxe de dire bon bah du coup faut que je choisisse mon camp. Soit je reste à gauche ou à droite. C'est plus compliqué en fait de dire bah non, je maintiens, je reste centré et je vais être un agent du changement par rapport à ce dont je crois vraiment. Et donc si je crois que c'est la bonne décision pour telle raison, mais que je pense qu'il y a des choses à changer, comment dans la journée, dans la prochaine semaine, dans le mois, je vais commencer à être un agent du changement. J'aime bien cette idée de mettre ces différentes parties de soi-même au service d'un changement ou d'une transformation. C'est finalement comment on est lucide, comment cette conscience de soi, on la met au service de quelque chose. Ce que j'entends derrière tout ça, depuis qu'on a commencé à discuter ensemble, c'est aussi peut-être une façon particulière de faire des choix et de prendre des décisions. Pas forcément depuis un manuel théorique, depuis un benchmark, mais des décisions qu'on prend depuis quelque chose qui est beaucoup plus instinctif, qui est beaucoup plus personnel. Alors pour cette dernière partie de notre conversation, j'ai envie qu'on passe un peu de temps là-dessus. Et aussi parce que ce que j'entends ou ce que je comprends de Free, c'est que c'est un peu une culture à part, une entreprise qui a bousculé un peu son marché des télécoms, mais pas forcément avec des ressources infinies, mais avec une forme d'agilité agressive. Décider vite, agir au plus près du terrain, ne pas s'embarrasser de ce qui sert pas, l'impact d'abord et la théorie ensuite. Je ne sais pas si ça résume. Et c'est ça, cette posture Free que vous appelez la street smart. Exactement. Bah, je pense que c'est assez bien résumé. Moi, c'est quelque chose que je pouvais percevoir à travers la culture et le produit. En fait, on dit souvent qu'on est un opérateur pas comme les autres et on est également un employeur pas comme les autres à ce niveau-là. Xavier Niel, notre fondateur, en parle aussi lui-même souvent et j'ai eu l'occasion de le vivre en direct dans une rencontre que j'ai eue avec lui avant d'arriver chez Free, où il m'a exposé en fait la situation suivante en disant là imagine j'ai mes toilettes qui sont bouchées, il y a 3 façons d'envisager la solution. Donc il y a ceux qui vont faire un état des lieux, un référencement du marché, un appel d'offres pour avoir le meilleur plombier du marché. Il y a ceux qui vont faire une réunion en interne pour savoir en interne qui est la meilleure personne pour trouver la solution, quel est le process, où est-ce que ça a raté. Et il y a la 3e démarche qui est de prendre son tournevis et de regarder si soi-même on peut déboucher les toilettes. Et en fait le street smart c'est un petit peu ça de manière caricaturale, mais en gros c'est de dire quelle est la solution la plus courte, la plus efficiente, la moins coûteuse, mais qui peut produire le plus gros effet. En même temps, ça donne une notion, on parle de chaos et d'organiser le chaos chez Free. Souvent, Xavier fout le bordel et les autres dirigeants ou les collaborateurs de Free tout en ordre, rangent la chambre ou en tout cas organisent ce bordel. Mais c'est pour moi quelque chose qui m'a parlé parce qu'en fait tu le disais, c'est instinctivement ce serait quoi, qu'est-ce que tu ferais instinctivement, c'est quoi le bon sens paysan, quel est le chemin le plus rapide pour aller vers la solution. Le succès et ton succès dans ton poste, ça me fait dire peut-être qu'on peut organiser une entreprise de la taille de Free sur des concepts comme la débrouillardise ou l'inventivité. Mais alors ça implique quoi comme type de leader et comme type de dirigeant, ces 2 aspects-là? Je pense que la plupart des dirigeants vont dire voilà, il faut qu'un bon dirigeant soit hands-on, soit capable de faire le zoom in, zoom out. Mais chez Free, c'est quand même poussé à l'extrême. C'est que dans la même heure ou la même journée, un dirigeant peut prendre une décision qui est le lancement d'un produit pour 42 millions d'abonnés et dans la demi-heure suivante en train d'être à 4 mains sur un tableau Excel avec un analyste de son équipe finance en train de revoir un sujet avec eux. Et donc ça crée une proximité des dirigeants d'une part, ça crée une fluidité en fait des rapports, des organisations très flat. Le second point je trouve qui est important, c'est
on parle souvent dans ces environnements où on parle souvent de chaos et d'organiser le chaos, d'être à l'aise avec l'ambiguïté, d'être à l'aise à avancer dans le flou. C'est vrai, mais je dirais un point additionnel, en tout cas chez Free, qui fait qu'un leader va réussir, c'est que non seulement il est à l'aise avec le flou, mais il arrive à donner de la clarté aux autres dans ce flou. Et donc ça, c'est le petit changement, en fait, qui est peut-être le plus difficile, c'est que individuellement, si on arrive à comprendre le flou et de pas être stressé ou anxieux parce on sait pas exactement ce qu'il faut faire ou que la priorité change, c'est une chose. Mais le fait de pouvoir insuffler aux autres de la sérénité et de la clarté, c'est ce qu'on va chercher en plus, je dirais, du modèle classique de naviguer dans le flou. C'est drôle parce que en t'entendant parler, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un autre passionné de rap qui s'appelle Rémi Guyot, que j'ai reçu dans un épisode de Chiche, la première saison, et avec qui j'ai la chance de travailler longtemps, et d'ailleurs je le salue. Rémi m'expliquait que le principe sous-jacent du rap et plus généralement du hip-hop, comme un mouvement culturel, c'était de faire quelque chose d'incroyable avec quasiment rien. Les rappeurs, en fait, ils savaient pas trop chanter. Les breakers, ils savaient pas trop danser. Les DJ, ils savaient pas trop composer de la musique. Et pourtant, ils ont contribué à une révolution culturelle absolument incroyable. Et ça parle peut-être exactement, j'ai l'impression, et je fais le parallèle de ce que tu expliques, non? De faire quelque chose de grand avec pas grand-chose. Ouais, c'est un bon point. J'avais pas fait ce parallèle-là, mais alors 100% aligné sur le fait que le rap, le hip-hop, toutes les disciplines du scratching, DJing, danse et rap, c'est en fait prendre des sons, des sonorités, des mouvements, des chorégraphies et de casser totalement et de réinventer quelque chose par-dessus. Et le parallèle avec cette capacité à faire beaucoup ou grand avec peu de choses, moi me renvoie à la notion de frugalité chez Free. Le fait de créer avec peu, et moi dans mon poste indirectement on me l'a demandé, mais c'est vrai que c'est ce côté un peu malin de toujours vouloir chercher à créer quelque chose pas de moins bien, de aussi bien voire mieux en fait au final, mais avec moins de ressources. Alors tout ça nous parle effectivement de cette façon de valoriser l'impact sur la théorie, ou en tout cas d'y aller, hein. On a parlé d'oser, on a parlé de règles d'égalité, on a parlé d'initiative. Est-ce qu'il t'est arrivé de te tromper lourdement parce que justement t'as trop fait confiance à ton instinct, à ce côté, la partie de toi qui a envie d'y aller? Et... Oui, je pense que c'est sur la notion de vouloir prendre parfois trop de raccourcis que j'ai pu faire des erreurs, et à la fois en étant peut-être trop optimiste sur le rythme de transformation. J'ai parfois sûrement eu de l'impatience ou le fait de me dire vu qu'on est dans une culture où on peut très vite prendre une décision radicale et y aller à fond, et oublier le côté humain entre guillemets derrière, de changer des habitudes, changer un collectif, changer des personnes qui ont des réalités très différentes. Pour prendre un exemple très concret, une grande partie des équipes aujourd'hui recrutement ou RH chez Free pendant très longtemps ont travaillé plus proche de leurs entités historiques, métiers, rattachement à BU, on va dire, pour parler comme l'externe. Là où aujourd'hui on a centralisé un petit peu plus les efforts de recrutement avec une équipe centralisée. Donc on pourrait se dire c'est très simple, on est dans la même boîte, on est sur la même chapelle, on travaille tous sur la même mission, donc ça va aller très vite. On a compris pourquoi, ça fait sens pour tout le monde, let's go. Mais en fait, d'oublier que finalement, même la notion de notion d'appartenance à une équipe, une filiale, une équipe, même géographiquement dans un autre bureau, alors qu'elle est juste à quelques mètres, et c'est quand même quelque chose dans le quotidien et les habitudes des hommes et des femmes à prendre en compte, et que le changement prend du temps. Et donc la patience, je pense que j'ai appris à être beaucoup plus patient chez Free que ce que je n'étais avant. Donc là, ce qui m'évoque, c'est aussi finalement ce que je comprends, c'est que cette attitude, cette posture, le street smart, on a parlé, oui, c'est donc une agilité, une spontanéité, mais en fait, ça veut dire aussi que c'est savoir quand ne pas agir, hein, quand ne rien faire. Exactement. Je pense que si on dit que l'authenticité, c'est ne pas la spontanéité à outrance, on peut dire que le street smart, c'est pas prendre des raccourcis absolus tout le temps et avoir un effet, mais parfois ne pas prendre de raccourcis et prendre plus de temps. C'est assez juste.
c'est le moment de l'épisode où traditionnellement je reprends notre conversation et j'essaie de reprendre un peu ce que tu as partagé avec nous, Rassam, mais avec mes mots. C'est une façon forcément subjective de reprendre ta pensée, telle que je l'ai reçue durant notre entretien, ma façon aussi de te remercier pour notre échange. Ce qui m'a frappé d'abord chez toi, Rassam, c'est cette légèreté qui n'est pas de la superficialité. Tu rappes, tu provoques, tu te moques un peu de toi-même, et paradoxalement, j'ai l'impression que c'est exactement ça qui te rend crédible. Dans mon travail de coach, je vois beaucoup de dirigeants qui confondent autorité et gravité. Moi, je crois que tu rajoutes quelque chose qui est aussi la légèreté. Et j'ai l'impression que diriger avec légèreté, c'est rester accessible à ce qu'on ne sait pas encore. La deuxième chose que je retiens et qui me marque, c'est ce rappel du terrain, du concret, du réel, de là où tu viens, une invitation très forte que tu nous donnes à rester proche des équipes opérationnelles, à les écouter, à observer ce qui les fait tenir, ce qui les freine, ce qui les rend fiers. Et ça aussi, je le rencontre parfois dans mes coachings et j'ai l'impression que les dirigeants qui perdent pied, c'est pas forcément par manque de compétences, mais c'est souvent par manque de contact avec la réalité de leurs équipes. Alors tu nous as parlé d'une intelligence qui se construit dans le faire, dans le concret, dans ce frottement avec le réel, dans cette radicalité du rap, mais aussi du métier. Et puis enfin, la troisième chose que j'ai en tête là et qui me marque aujourd'hui avec toi, c'est quand tu nous dis que pour être vraiment soi-même, il faut être un petit peu stratégique. Je trouve ton propos très précieux parce que ça me rappelle à moi, qui suis un intuitif souvent pur, que cette authenticité ne se décrète pas, mais qu'elle se construit. Avec ton parcours un peu hors norme, tu t'es construit un cadre de valeurs très tôt. C'est ce qui t'a porté, tu nous l'as dit. Et ces valeurs, tu as su les actionner au bon moment, à bon escient, comme quelque chose de stratégique et pas quelque chose uniquement d'éthique. Ce pilotage fin, tactique, j'ai l'impression qu'il fait qu'au final, tu as réussi à ne pas subir ta singularité, mais à en faire une marque de fabrique. Merci beaucoup je suis assez aligné. Ça me fait penser que à la fois à cette notion d'équilibriste. Je dis souvent que c'est un travail d'équilibriste, de réussir à maintenir un niveau d'authenticité, de radicalité, d'innovation, de créativité et en même temps de performance, parce que le monde de l'entreprise, c'est un endroit où c'est difficile d'allier les deux, et donc il faut tout le temps être sur ce jeu d'équilibriste pour avoir la confiance des autres. C'est ainsi qu'on se quitte avec cette nouvelle contribution, je l'espère, à ce nouveau leadership dont le monde a besoin. Alors à tous les auditeurs, j'espère que vous y avez retrouvé la force d'assumer votre singularité. Et je voulais juste vous quitter avec une dernière réflexion en disant, effectivement, vous rappelez que quand on sait qui on est, tout ce qu'on fait finit par raconter la même histoire, cohérente et puissante. Chiche. Chiche. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.